qui est de traiter le risque incendie lié à la mobilité électrique dans les grands ensembles. Une conférence qui est co-organisée avec MJ2L Consult. Merci Jean pour cette co-organisation. Et je voulais, pour commencer cette conférence, avant de faire ce tour de table de présentation, vous donner un chiffre. Est-ce que vous savez ce que c'est ce chiffre-là? 44 000, vous voyez, je vous jette en pâture. Je ne vois pas, non. Vous ne voyez pas? Nantes, oui, alors ça pourrait être Nantes. 44 000, c'est le nombre de déclarations de véhicules incendies aux assurances par an. Pour rappeler que sur un parc de 44 millions de véhicules en France. Voilà, donc il y a quand même pas mal de déclarations de véhicules incendies. Mais sans plus attendre, on peut commencer par un tour de table de présentation. Peut-être on va commencer par Patrice, allez. Patrice Castro, moi je suis en charge chez MJ2L de tout ce qui est des missions de coordination SSI. Merci Patrice. Ensuite, commandant, mon commandant. Bonjour, je suis le commandant Dikelou du bureau prévention donc, de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Et je suis particulièrement chargé autour du transport des parcs de stationnement. Et c'est un peu le sujet qui va nous lier aujourd'hui. Voilà, c'est un grand plaisir de vous avoir avec nous parce que votre présence est rare sur les conférences. Et merci à vous d'être venu et de votre témoignage. Jean? Donc Jean Gaillao, je suis le gérant du bureau d'études MJ2L Consult et donc on intervient en particulier en sécurité incendie. Voilà, merci pour ce tour de table. Alors justement, Jean, gardez le micro. On avait dit que ce serait quand même bien de refaire un petit rappel réglementaire sur la réglementation incendie dans les grands ensembles et notamment sur les parkings. Oui, alors effectivement, en préparant cette conférence, on avait évoqué différents sujets. Bon, il y a évidemment beaucoup de particularités et la mobilité justement électrique engendre, comme vous le savez, certains risques. Donc à partir de là, on a essayé de cibler ces risques. On va en reparler dans cette conférence. Mais on a mis évidemment en premier lieu le risque électrique, et donc des voitures électriques, des recharges notamment des véhicules électriques. Et il est vrai qu'il y a vraiment certaines spécificités. Alors, on va en reparler ensuite avec le commandant sur des points particuliers, mais c'est vrai que réglementairement, et notamment sur les usagers avec qui on peut travailler, hein, que ce soit les copropriétés, les bailleurs, on s'aperçoit vite qu'il y a une réelle complexité sur la réglementation, que en fonction de l'établissement, c'est-à-dire du parc de stationnement, s'il reçoit du public ou alors s'il reçoit des travailleurs ou si c'est juste un parc privé hein, pour de l'habitation, on n'est pas tenu d'avoir les mêmes contraintes réglementaires, ce qui pose évidemment un certain nombre de problèmes. Pour résumer simplement, on a aujourd'hui, on va dire, deux problématiques. C'est-à-dire qu'on va traiter en parc public la mise en place de bornes de recharge selon une certaine réglementation, donc qui est aujourd'hui bien définie, bien connue, qui est relativement facile à mettre en œuvre. Et là, sur ce plan-là, c'est à peu près cadré et il est vrai qu'on n'a pas trop de difficultés. Néanmoins, on évoquera tout à l'heure certains points particuliers. Ensuite, nous avons l'habitation, où là, globalement, on peut à peu près faire ce que l'on veut et mettre les bornes que l'on souhaite de recharge notamment. Et il est vrai que dans le cadre des interventions, on en reparlera avec le commandant, dans le cadre des interventions des services de secours, eh bien, la problématique en cas de sinistre, en cas de feu, est la même. C'est-à-dire qu'on ne va pas traiter le parc public différemment du parc privé. Néanmoins, les contraintes techniques et réglementaires ne sont pas les mêmes. Donc, ce qui pose évidemment certaines questions, ce qui pose évidemment au niveau des propriétaires, des copropriétaires dans le cadre de projets, eh bien, ça nécessite de faire certains choix, des fois techniques et également réglementaires. Mais ça pose aussi des soucis, on y reviendra lors de la mise en œuvre et lors des interventions futures des services de secours, puisqu'on n'est pas régi, comme je vous l'indiquais, par la même exigence réglementaire. En simplifiant,
Sur le parc public, on va avoir des contraintes, on va demander les arrêts d'urgence, on va demander de mettre en place un système d'extinction, on en reparlera tout à l'heure, en dessous du -1, si on souhaite mettre des bandes de recharge. On va localiser sur les plans d'intervention à l'entrée du parc les points de charge. Et ça se traite assez, comme je le disais, assez facilement. Sur le parc public, on ne va pas avoir donc toutes ces contraintes privées, pardon, on ne va pas avoir toutes ces contraintes. Et c'est vrai que pour le coup, ça pose de réels problèmes d'intervention ensuite lors de sinistres. Mais ça, on va en reparler ensuite avec le commandant. Oui, parce que finalement, si c'est pas construit ou imaginé de la même manière, du coup, lors de l'intervention, ça pose d'autres difficultés. Oui, ça peut poser d'autres difficultés, et notamment pour, enfin, la difficulté de base est la même, hein, quand même. Rappelons juste qu'aujourd'hui, il y a un focus sur les véhicules électriques, parce qu'on a des difficultés, les services de secours ont de réelles difficultés à éteindre l'incendie. Autant on arrive à le gérer facilement sur du parc public, puisque les installations techniques ont été faites, dimensionnées et ont pris en compte les contraintes réglementaires, autant sur du privé où l'intervention est la même, hein. Les difficultés des services de secours sont les mêmes, mais là, on n'a pas toutes ces contraintes techniques et c'est vrai que la maîtrise est rendue plus difficile. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mais je laisserai ensuite la parole au commandant, mais aujourd'hui, sur un parc public, on va localiser les points de charge. Tout ça, ça va être très bien identifié en termes même de localisation. Et sur du privé, ça ne va pas du tout être le cas. Ce qui veut dire donc que les services de secours qui arrivent n'ont pas forcément la connaissance de ces véhicules électriques qui leur posent des problèmes pour éteindre l'incendie. Alors, sans plus attendre, alors mon commandant, je vais vous donner la zapette, hein, je crois que vous avez prévu quelques diapositives. C'est la question donc, qu'on a envie de vous poser, c'est quelles sont les spécificités d'intervention incendie à la fois publique et on a compris privé, et puis de commencer aussi par un petit cadrage, là c'est ce que vous allez faire réglementaire sur ces différents enjeux. Alors, si je devais synthétiser un petit peu ce que vient de dire Jean Gaillaud, effectivement, sur l'approche purement réglementaire, il est nécessaire non pas de faire une parenthèse, mais d'élargir cette parenthèse aux 3 grandes réglementations qu'on peut retrouver. C'est, comme il a été dit, la réglementation ERP, donc établissement recevant du public. C'est le parc de stationnement que vous allez emprunter lorsque vous allez faire vos courses le samedi après-midi. Il y a le parc de stationnement privé, habitation, qui, lui, est régi pour un de ces derniers textes par un texte qui date de 86, donc un arrêté de 86. Et puis pour la partie code du travail, c'est le parc que vous allez utiliser en dessous de vos bureaux, qui est essentiellement dédié aux travailleurs. Alors pour chaque on va dire, environnement, il y a un texte. Le plus vieux, c'est celui de 75. C'est une circulaire dans laquelle il n'était pas prévu en fait qu'on puisse stationner des véhicules électriques, puisqu'il était prévu que pour des véhicules à moteur thermique. Donc à partir de là, on a tout dit pour les parcs de stationnement qui répondent au code du travail. Ensuite, les parcs habitations, il n'y a rien en termes de sécurité incendie. Il y a un certain nombre de décrets qui ont été écrits depuis notamment tout est parti en fait du Grenelle de l'environnement, du Grenelle 2 dans 2012. Qui ensuite a fait l'objet donc d'une loi, la loi LOM, la loi sur l'orientation des mobilités. Et de cette loi de 2019 est sorti plusieurs décrets, plusieurs arrêtés qui prévoyaient les dispositions à mettre en œuvre pour pouvoir installer des points de charge dans les parcs habitations. Mais ce n'étaient pas des dispositions de sécurité proprement dit, c'était des dispositions techniques. Aujourd'hui, il y a donc une grosse différence avec la 3e réglementation, qui est la réglementation ERP, qui, elle, date, pour son dernier gros texte, de 2006. En 2006, donc, les parcs de stationnement se sont transformés en ICPE, donc c'était avant des installations classées pour la protection de l'environnement. Et puis le texte est sorti en 2006, et on a dit, en 2006, tous les parcs de stationnement qui étaient construits avant sont réputés conformes à la réglementation à travers un article qui est l'article PS34. Mais pour autant, quelques années plus tard, les points de charge électriques sont arrivés. Et là,
eh ben, il n'y avait pas grand-chose dans la réglementation. Donc il a d'abord été écrit un cahier des charges en 2012, puis ensuite un guide en 2016 qui s'est vu modifié 2 ans après, en 2018. Donc aujourd'hui, on est en ERP porté sur un guide 2018 qui va lui parler des points de charge électriques dans les parcs de stationnement, mais qui était fait au départ pour un petit nombre de parcs de points de charge électriques. Hein, on était sur une dizaine de points de charge, c'était l'esprit, c'était le principe. Aujourd'hui, dans les parcs de stationnement couverts qui reçoivent du public, on est à 90%, 80% pour certains parcs, plein de points de charge électriques. Donc on a des parcs à 400, 500 points de charge. Donc on a dépassé l'idée de ce qu'on se faisait, et tant mieux. Tant mieux. On a dépassé l'idée qu'on se faisait du point de charge électrique en 2018. Il est donc aujourd'hui urgent pour nous, sapeurs-pompiers en tout cas, de penser à la suite, puisque la volonté quand même politique, vous le savez, est quand même derrière de développer cette énergie électrique, et tant mieux, mais il faut mettre derrière les garanties, et notamment pour les services de secours, parce que c'est avant tout eux qui sont souvent soumis à la difficulté d'extinction d'incendie. Et si aujourd'hui, on va en parler après, mais le véhicule électrique est sûr, il est plus sûr que le véhicule thermique. Hein, en termes de statistiques, il est plus sûr que le véhicule thermique. Mais pour autant, il est plus difficile d'éteindre un véhicule électrique qu'un véhicule thermique. Et tout ça, en fait, quand on le retrouve dans un espace clos comme un parc de stationnement, eh ben, on est en difficulté. Oui, juste pour donner un chiffre pour venir compléter votre propos, un chiffre de ce matin que je n'avais pas, c'est aujourd'hui il y a 2 millions de véhicules électriques ou hybrides, hein, en circulation, hybrides et rechargeables, hein. Et on en prévoit d'ici 2030 environ 8 millions de véhicules électriques ou hybrides. Donc ça veut dire qu'il y a une explosion du nombre de véhicules et donc du risque, hein, aussi. Tout à fait, c'est pour ça qu'on voit un texte qui date de 2006, qui donc du coup a accouché quelques années plus tard, quand je dis quelques années, ça fait quand même 12 ans plus tard, d'un guide qui lui a pris en compte cet aspect électrique, mais qui est insuffisant. Parallèlement à ça, il y a même pour les grandes mégapoles comme à Paris, des guides qui ont été faits par la préfecture sur le self-stockage, puisque dans les parcs de stationnement, on voit les points de charge électriques, mais on voit aussi autre chose. Hein. Aujourd'hui, les gens se délaissent un petit peu de la voiture dans Paris, donc les espaces se libèrent, et il est nécessaire, à la fois pour l'exploitant, de trouver d'autres activités dans les parcs. Voilà. Et pour ça, il faut aussi pouvoir les accompagner. Donc, le parc de stationnement, habitation et code du travail, lui, par contre, lui, il continue sa vie. Et le particulier, lui, qui souhaite acheter prendre un véhicule électrique, lui, va s'installer beaucoup plus facilement dans son parc habitation. Mais en même temps, derrière, on ne peut pas lui demander d'appliquer le guide, puisque ce guide est applicable qu'aux établissements recevant du public et pas à l'habitation. Mais quand nous, services techniques, on nous pose la question, la seule référence qu'on a aujourd'hui, c'est de se rapporter à ce guide pratique, qui donne des solutions techniques. Monsieur Gaillot en a parlé, c'est la commande d'arrêt d'urgence dans la rampe, pour rentrer un peu plus dans le détail. Mais il y a aussi d'autres moyens qu'on va citer après. Mais il y a l'extinction automatique qui permet sincèrement non pas d'éteindre le feu, mais en tout cas d'éviter sa propagation. Et on pourrait se retrouver dans certaines situations avec un feu qui soit complètement maintenu avec un système d'extinction automatique, alors que sans système d'extinction automatique, le feu va se propager très rapidement aux véhicules contigus, puisque ça fait l'objet... Je voyais il y avait quelque chose Pardon. de rayé là sur la diapo. Alors j'aime bien, juste il faut appuyer sur le bouton en dessous, pardon. Qu'est-ce que c'était Alors, ce qui est barré, vous voulez dire, c'est le guide pratique. Ah oui. Qui ne peut pas être applicable en code du travail ou sur les parcs habitations, mais pour autant, par analogie, quand on nous pose la question, on va chercher dedans. Et puis, vous avez d'autres activités, puisque aujourd'hui, on est sur les points de charge électrique normales à 22 kW. C'est de la charge lente. C'est le particulier qui passe la nuit chez lui et qui, le lendemain matin, a sa voiture chargée.
Pour autant, quelqu'un qui vient faire ses courses ou qui vient travailler quelques heures et qui repart, il a besoin, lui, d'un point de charge rapide. Aujourd'hui, le point de charge rapide, c'est très commun. Et donc, l'incitation, elle est plutôt faite à mettre de la charge rapide dans les parcs. Sauf que le texte, enfin le guide dont je vous parlais juste avant, le guide pratique, lui, il n'a pas été fait dans ce principe-là, dans cette logique-là, puisqu'à l'époque, on parlait un peu de point de charge rapide, mais pas suffisamment pour pouvoir le généraliser. Et les contraintes sont beaucoup plus lourdes. On a même Indigo parlé ce matin, témoigné, qui sont même en train de développer un parking pour faire de la recharge. Là, c'est un parking un peu expérimental pour faire de la recharge de camions, hein, donc avec des grosses capacités de recharge, donc des très grosses batteries dans un parking. Hein. Oui, bien sûr. Vous avez même des exploitants qui arrivent aussi sur le marché, qui veulent faire de la charge mobile, c'est-à-dire se déplacer dans des parkings, dans des parcs de stationnement, avec des petits véhicules style transit, là, et venir faire de la charge avec leur équipement à la demande, avec le téléphone portable. Vous commanderez votre charge comme vous réservez vos courses sur Internet et vous commanderez la recharge de votre voiture pendant que vous irez faire vos courses au supermarché. Voilà. C'est un service qui essaye de se développer, mais qui, du coup, est contraint par les règles qui sont instaurées dans les ERP, puisque aujourd'hui, la charge rapide en dessous du niveau -1, c'est pas prévu. Et lorsqu'elle est autorisée au niveau -1, on doit aussi mettre du sprinkler. Donc c'est compliqué. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que le véhicule électrique en France est sûr. Le véhicule électrique est sûr. On a très peu de retours d'expérience sur les feux de véhicules. Il faut le dire, en parc de stationnement, vous avez souvent un peu de médiatisation lorsqu'un véhicule quelconque brûle dans un jardin parce qu'il y a une manifestation qui s'est vue par tout le monde et ça passe sur les réseaux sociaux et on le voit facilement. Mais nous, services de secours, on peut en témoigner, on a très peu de retours d'expérience sur les feux de véhicules électriques. À tel point que là, je me base aussi sur cette étude qui a été faite aux États-Unis en 2020, où on voit à travers ces chiffres-là que le véhicule électrique brûle beaucoup moins que le véhicule thermique, et encore moins que le véhicule hybride, évidemment. Alors, je l'ai dit un petit peu avant, mais la désertification des parcs de stationnement, ça ouvre la place à d'autres activités qui viennent compléter aussi le risque d'incendie lié au point de charge. Je l'ai dit tout à l'heure, un véhicule électrique est très difficile à éteindre. Autant que M. Gaillot l'a cité, on a 91% de matière plastique supplémentaire par rapport aux véhicules de nos parents. Les véhicules se sont élargis. On a 20 cm supplémentaires de largeur d'un véhicule. Donc les réservoirs qui sont en plastique fondent lors d'un incendie en parc plus facilement, et donc se répandent et donc propagent le feu plus rapidement. Donc la vitesse de propagation d'un feu de voiture dans un parc de stationnement, dans un espace clos, est aujourd'hui bien plus rapide que celle l'était il y a quelques dizaines d'années. À ça, on vient ajouter d'autres activités comme le self-stockage, mais autres petites activités qui, elles, sont autorisées dans le cadre du PS, dans le cadre du parc de stationnement, puisqu'elles font l'objet aussi de dispositions dans l'article PS4 et qui sont soumises à la délibération de la commission de sécurité. Donc, je viens de le dire, ces différents points supplémentaires donc, depuis les années 70. Aujourd'hui, le véhicule, alors je ne vais pas faire publicité, mais quand les véhicules électriques sont arrivés en France, on se retournait tous quand on voyait une Tesla, parce que c'était rare. Aujourd'hui, ce véhicule-là, cette marque-là, on la voit partout. Le chiffre que je marque là, c'est la nécessité d'utiliser 30 mètres cubes d'eau pour l'éteindre. Un véhicule électrique, comme la Tesla qui est affichée, c'est 30 mètres cubes d'eau pour l'éteindre. Donc ça représente quand même une capacité importante, d'autant que lorsque vous avez un véhicule électrique stationné à côté d'un autre véhicule électrique qui va par détérioration de sa batterie, non pas liée au phénomène de charge, mais au phénomène de détérioration de la batterie par une agression extérieure, se détériorer, propager l'incendie, ainsi de suite, aux autres véhicules.
Un véhicule thermique, c'est combien de mètres cubes d'eau si on compare Ah bah, on est sur, si c'est juste l'habitacle ou sur une petite dizaine de mètres cubes, voilà. Mais là, vous cumulez en fait cette quantité d'eau nécessaire à la vitesse de propagation. Aujourd'hui, j'aurais dû le dire dès le départ d'ailleurs, mais le véhicule électrique qui brûle dans un parc de stationnement, soit il a été initié par un autre véhicule quelconque à proximité, véhicule thermique, et la batterie, en fait, s'est détériorée par l'agression extérieure. Il y a donc une manifestation extérieure qui fait que la batterie se détériore. Et là, on va rentrer dans un phénomène exothermique qui va engendrer donc les difficultés d'extinction qu'on va avoir après. Mais un véhicule électrique, sinon, il brûle essentiellement lorsqu'il est en charge, dans les statistiques. On parlera en fin d'intervention des petits véhicules. Le gros avantage, et c'est d'ailleurs pour ça que ces véhicules-là, les véhicules électriques, ne brûlent pas, ou très peu, c'est qu'ils ont un système qui leur permet de réguler la charge, c'est le BMS, le Battery Management System, que n'ont pas les petits véhicules comme les trottinettes, les vélos électriques. Voilà. Et c'est ce qui permet de réguler la charge et donc de protéger le véhicule. Puisque sur ces voitures, c'est essentiellement des batteries lithium-ion et ce sont des batteries en fait qui ne supportent pas la surcharge et qui, du coup, l'événement pourrait se traduire par les manifestations qu'on connaît, qu'on a vues sur les réseaux sociaux. C'est le téléphone portable qui fume et qui explose finalement, la trottinette, mais c'est aussi la cigarette électronique. Voilà. Là, je sors du contexte des parcs, mais c'est pour vous donner l'effet batterie. Et puis, nous, on constate qu'aujourd'hui, le flux fumigène et thermique a considérablement évolué puisqu'on est passé de 2,5 MW sur les petits véhicules à 8,5 MW aujourd'hui. Alors ça, pour que notre public, parce qu'il y a des présidents de conseils syndicaux qui nous écoutent, des collectivités qui nous écoutent, ça c'est le flux d'énergie, c'est ça, c'est ce que vous percevez vous quand vous intervenez en termes de le flux thermique, mais donc vous allez percevoir vous et donc il va limiter votre intervention, c'est ça? C'est le flux thermique et le flux fumigène Oui. que vont dégager ce type de sinistre-là qui est mesuré scientifiquement. C'est x3. Voilà, c'est à peu près x3. Ça veut dire que pour s'approcher d'un véhicule électrique, c'est beaucoup plus compliqué parce que ça dégage beaucoup plus de chaleur qu'un véhicule thermique. Hein. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut le comprendre? Alors, c'est pas tout à fait ça, puisque les études qui ont été faites, notamment à travers le laboratoire central, avait fait des études là-dessus. C'est que ce flux-là, en fait, il va remplir le volume très rapidement, plus rapidement que sur des véhicules classiques. Et donc, vous allez avoir une difficulté lorsque des véhicules qui sont stationnés à proximité vont prendre ce flux-là et donc le feu va se propager à travers ce flux. Je comprends. Voilà. Merci monsieur. Donc monsieur précise que c'est du rayonnement, là je parle public à distance. Merci monsieur pour cette précision. Donc ça, c'est les outils qui sont à votre disposition pour intervenir, c'est ça? Alors voilà, là je vous ai mis une petite synthèse de l'ensemble des outils qu'on peut avoir pour... c'est la boîte à outils, hein, c'est la boîte à outils à la fois de l'habitation, de l'ERP ou du code du travail. Parce que à travers cette diapo-là, on peut trouver, ou on ne trouve pas d'ailleurs, ces installations techniques. La principale pour nous, c'est la stabilité au feu. Voilà. Et c'est ce qui va en fait motiver derrière nous notre volonté derrière d'améliorer le niveau de sécurité dans les parcs, notamment par des moyens techniques comme l'extinction automatique qui va permettre de limiter la propagation du feu et donc de réduire ce flux-là et de permettre aux services de secours d'éteindre les feux plus facilement que s'il n'y en avait pas. Vous avez du désenfumage. Le désenfumage, la ventilation vont permettre aux services de secours d'intervenir aussi plus facilement, puisque le volume de fumée contenu dans un espace clos crée des difficultés à faire progresser les services de secours. Et puis vous avez aussi une fonction importante qui est le compartimentage. Vous l'avez à travers le guide pratique. On en parle. Ce n'est pas forcément la fermeture complète, mais ça peut être aussi des parois qui sont décrites pour éviter
que le feu se propage d'un espace à un autre, tout simplement par rayonnement. Et là, la diapo, elle vous montre une porte de compartimentage dans un parc de stationnement. Donc le feu va se développer d'un côté et le reste du parc sera protégé par cette porte-là. Vous avez des colonnes sèches qui, eux, sont des outils qui ne servent que aux sapeurs-pompiers. Et l'extinction automatique, c'est vraiment l'outil principal qui va permettre de limiter la propagation. Et puis, je vous ai mis un boîtier. C'est un boîtier d'alarme qui est un déclencheur manuel, mais cette alarme peut également se faire par des détecteurs incendie. Et là, je laisserai sans doute la parole après à monsieur qui est plus spécialisé que moi sur le sujet. Mais vous avez dans certains parcs, notamment en ERP, et beaucoup plus rarement en habitation, puisqu'il n'y a aucun caractère obligatoire. Mais en ERP, en fonction de certains critères, de nombre de véhicules, de niveau, la possibilité ou l'obligation de mettre un système de sécurité incendie avec des détecteurs automatiques qui, du coup, vont détecter l'incendie dès sa naissance. Et en complément de ce système-là, ce que décrit le guide pratique, c'est aussi des caméras qui vont permettre à un service de sécurité, de surveillance, de surveiller les points de charge et en cas de départ de feu, de pouvoir intervenir très rapidement. Oui, parce que vous, il y a un enjeu sur l'incendie, c'est la vitesse à laquelle vous intervenez. Est-ce qu'on peut redonner, là, je ne sais plus les chiffres, mais il y a 10 secondes, 100 secondes, il n'y a pas des chiffres comme ça, Alors qui fait non, que... si vous parlez de l'intervention, Ouais. on n'intervient pas en 10 secondes, Non, mais nous, on va intervenir, on a une obligation de moyens, pas de délai. ouais. Cette obligation de moyens, si on peut se donner un chiffre à peu près, dans les 10 minutes à peu près, hein, sur Paris et la Petite Couronne, on est sur place. Et pour autant, sur ces parcs de stationnement, ERP, je vous parle, vous avez souvent des services de sécurité, de surveillance, qui sont capables d'intervenir et donc de couper l'électricité, d'intervenir sur les points de charge avant que le feu ne se développe. Et donc ça, c'est un gage de sécuritaire supplémentaire. Alors qu'en habitation, eh ben, le feu va se développer. À 3 heures du matin, les particuliers sont comme vous et moi, dorment. Et donc, du coup, le feu n'est pas détecté et se développe très rapidement avant que les services de secours n'arrivent. Ouais. Jean, merci mon commandant pour toutes ces diapos, ces précisions. On va revenir, il y a plein de questions qu'on se pose et puis le public, j'imagine également. Jean, sur les services de sécurité qu'il peut y avoir dans les immeubles de grande hauteur, ils n'ont pas des réglementations Oui. contraignantes. Il y a peut-être certains immeubles? Oui, tout à fait. Alors là, on parlait effectivement des ERP où l'organisation est beaucoup plus structurée. Effectivement, on a un service de sécurité, alors pas forcément un service de sécurité, mais des gens qui sont sensibilisés, qui sont présents, qui vont intervenir, qui vont faire des levées de doute. Ce qu'on va retrouver également dans les parkings des immeubles de grande hauteur, justement. Ça, c'est 24 heures sur 24. Voilà, exactement, où on a vraiment un service de sécurité qui est là. Et la difficulté, c'est, comme ça a été dit, c'est que dans les parcs privés, hein, donc plutôt habitation, c'est qu'on va avoir personne et que l'information, elle ne sera jamais donnée. D'où la nécessité, en tout cas, d'avoir des équipements de sécurité hein, qui sont très bien décrits sur la diapo et qui permettent au moins de contenir l'incendie. Le problème, nous, qu'on rencontre en tant que bureau d'études, c'est que, et notamment sur les copropriétés dites privées, hein, parcs privés, c'est que bien souvent, ces équipements ne sont pas forcément bien entretenus, qu'ils ont été un peu mis de côté, parce que vous savez que le parc de stationnement, on ne va pas vraiment s'en préoccuper, on va surtout se préoccuper peut-être de la superstructure. Donc tous ces dispositifs-là qui sont un peu mis de côté pour certains, qui ne sont pas forcément, mais j'en reparlerai tout à l'heure, bien entretenus, notamment pour les systèmes d'extinction quand il y en a, eh bien, ne vont pas permettre de limiter rapidement le sinistre, notamment avec la présence de véhicules électriques. Et c'est vrai que c'est un facteur supplémentaire, un facteur aggravant, puisqu'on n'est pas dans un cas, je dirais, confortable, comme on peut l'être sur l'ERP ou sur les immeubles de grande hauteur. Mais c'est vrai qu'on est dans le cas le plus défavorable, et d'où les difficultés d'intervention ensuite des services de secours. Ouais, mais justement, alors Jean, parlons-en là des moyens à mettre en œuvre de protection incendie. Alors effectivement, vous avez cité quelque chose, il y a la mise en œuvre, hein, on installe le système, et puis il y a la maintenance, s'assurer que le système est opérant tout le C'est temps, ça. parce que le jour où se déclare le feu, il faut que ça fonctionne. Oui, tout à fait. C'est que aujourd'hui, les grandes dépenses, si on peut dire, dans les ensembles immobiliers restent
Alors il y a des dépenses qui sont inhérentes, hein, le chauffage, l'entretien des équipements, l'entretien également extérieur. Ça, généralement, ce sont des dépenses assez fréquentes. Et il y a évidemment les dépenses des dispositifs de sécurité, enfin liées à l'entretien des dispositifs de sécurité, mais qui ne sont pas forcément toujours engagés pour évidemment des raisons de coût. Et comme je vous l'indiquais, vraiment sur les parcs de stationnement, c'est quelque chose qui est assez fréquent parce que ce sont des coûts, alors notamment sur le système sprinkler, ce sont des coûts importants. On ne donne pas forcément suite. Alors même si ensuite, en cas de sinistre, il y aura de toute façon de la mise en responsabilité de la copropriété. Mais en attendant, c'est vrai que ce sont des systèmes qui ne sont pas forcément bien entretenus et qui sont un peu mis de côté. Il y a des obligations réglementaires en termes d'entretien? Oui, oui, on a vraiment des obligations. Alors en général, ce sont des contrôles annuels pour la majorité des équipements qu'on a vus à l'écran, voire plus dans certains cas. On a aussi des entretiens assez lourds de rénovation. Enfin, ça, je parle plus sur les systèmes d'extinction, de ce qu'on appelle la révision trentenaire, hein. Ce sont des révisions lourdes, hein, qui finalement, c'est une refonte totale de l'installation qui a lieu tous les 30 ans, qui est imposée en général par les normes des assureurs, hein, les normes ZAPSAD. Donc tout ça engendre, comme vous l'avez compris, des coûts importants. Et ensuite, il y a des choix à faire et bien souvent, ces choix-là ne sont pas faits. Et c'est vrai qu'avec l'arrivée de ces nouveaux risques, hein, finalement, notamment sur les véhicules électriques, ben, ça devient un facteur, enfin, en cas de non-entretien, c'est un facteur aggravant qui peut à un moment être problématique lors d'un sinistre, évidemment pour les services de secours, mais même ensuite dans le cadre d'une expertise, eh bien, on met en évidence que les matériels n'ont pas forcément bien été entretenus. Et donc, quand finalement une copropriété, un grand ensemble fait appel à vous, là je parle finalement vous êtes tenu à faire ces contrôles? Alors nous, on est tenu à faire un diagnostic de la situation, à faire des préconisations, Ouais. éventuellement en fonction des choix du client, du maître d'ouvrage, de définir les travaux à réaliser, de les faire voter en assemblée générale. Mais c'est vrai que dans certains cas, ce qu'on appelle, nous, la mise en conformité n'est pas toujours bien perçue, parce qu'elle est évidemment coûteuse. Donc souvent, ils vont se limiter à faire juste l'entretien et à faire le minimum. Pour parler là, Jean, des systèmes, on avait parlé de protection, d'extinction, on avait parlé de sprinkler, Oui. brouillard d'eau, on peut les lister un peu et Oui. donner quelques échelles en termes de tarifs aussi, Ouais. de coûts. Alors, on a vu là, à l'écran que vous aviez de la ventilation, des extincteurs, de l'alarme. On va en reparler tout à l'heure avec Patrice Castro sur la détection incendie. Mais je voulais un peu m'arrêter quelques minutes sur les systèmes d'extinction. Parce que, comme l'a dit le commandant, ça reste quand même, en cas de sinistre, évidemment, l'élément le plus efficace pour contenir l'incendie. Évidemment que la ventilation va contribuer à évacuer les fumées et donc va permettre aussi aux usagers et aux services de secours d'intervenir dans de meilleures conditions. Les porte-feux vont limiter, hein, la propagation, mais c'est vrai que le système d'extinction, lui, va contenir le feu. Le problème du système d'extinction, c'est que ça fait partie des équipements qui sont les plus coûteux en termes d'entretien. Comme je l'indiquais, bien souvent, on a affaire à une trentenaire, donc c'est tous les 30 ans, mais par définition, c'est une refonte totale de l'installation, ce qui n'est rarement fait. Alors, je parle vraiment plutôt en parc privé, hein, puisqu'en parc public, ils ont un regard quand même qui est différent. Mais vraiment, en parc privé, ce sont des coûts très importants, hein. On parle de 400, 500 000 euros en fonction de l'établissement, hein. Donc, ce sont des coûts très importants qui ne sont pas forcément toujours prévus. Néanmoins, ça reste l'installation la plus efficace en termes d'extinction pour contenir le feu. Tout le monde a vu des systèmes sprinkler en général dans les centres commerciaux avec une tête qui est au plafond, on a de la tuyauterie qui les alimente, on a une réserve d'eau qui est efficace. Mais je vous dis, tout ça, c'est un entretien qui est lourd, qui est souvent, enfin pas toujours bien fait. Mais qui aujourd'hui devient, je dirais, plus important qu'avant parce qu'on rajoute un risque, notamment en cas de feu, avec ces véhicules électriques. Et c'est vrai que c'est un équipement aujourd'hui, à notre sens, qui est indispensable.
Il faut aussi savoir que ces équipements-là, et notamment sur les parkings habitations, ne sont pas obligatoires à tous les niveaux. Généralement, en fonction du nombre de niveaux en infrastructure, ils vont devenir obligatoires à partir du -3, du -4, etc., en fonction de la configuration du parc. Donc, ça veut dire qu'aux autres niveaux, on n'a pas de sprinkler. Donc, ça voudrait dire aussi que si on devait se faire une analogie en fonction des obligations des parcs publics, on devrait mettre du sprinkler à tous les niveaux, donc un coût important, un coût complémentaire important. Néanmoins, comme je vous l'indiquais, c'est le seul système aujourd'hui qui pourrait contenir un sinistre. Avec le brouillard d'eau, alors effectivement, en préparant la conférence, on parlait aussi du C'est brouillard quoi le d'eau. brouillard d'eau Alors, alors brouillard d'eau, c'est pour faire ça très simple, ce sont des particules fines d'eau, donc un brouillard qui est diffusé donc, de la même manière par des tuyauteries et qui vous met dans ce volume, dans le volume protégé. Vous avez ce brouillard d'eau qui va donc empêcher la propagation du sinistre. C'est un peu le même type de protection. Ça reste un système d'extinction, mais beaucoup plus, je dirais beaucoup plus récent, beaucoup plus, alors, je ne sais pas si on peut dire efficace, mais en tout cas plus facile à mettre en œuvre et qui a souvent été utilisé pour des locaux un peu sensibles, que ce soit des locaux informatiques ou autres, qui aujourd'hui commencent à être mis en place dans les parcs de stationnement, notamment lorsque vous rajoutez, quand vous mettez en place des IRBE, des points de charge, eh bien, il est demandé qu'on ait un système d'extinction, alors notamment sur le parc public, et c'est des choses qui commencent à être mises en œuvre. Mais c'est assez récent, on a aussi pas forcément un bon retour d'expérience là-dessus, donc ce qu'on va rencontrer essentiellement dans ces parcs, ça reste quand même ce qu'on appelle le sprinkler, un système d'extinction à eau. Et ça, on va le rencontrer. Et ça, c'est très courant sur les parcs de stationnement. Voilà. Fabrice, alors pour continuer là, tirer le fil, si vous permettez, on avait dit qu'on parlerait détection incendie. Quels sont les systèmes de détection incendie? Et puis, je crois qu'il y a une mission de coordination aussi C'est de ça. la détection incendie. Alors, la mission de coordination SSI, en fait, c'est SSI, ça veut dire quoi alors? alors système de sécurité incendie. Ouais. Donc, c'est quelque chose qui est défini en fait par les normes donc SSI. Et c'est une mission qui sert à accompagner en fait le maître d'ouvrage dans tous ses besoins en termes de sécurité incendie pour son établissement, suivant sa réglementation, sa typologie, etc. Donc en fait, les systèmes de sécurité incendie, ce sont tout ce qui est déclencheur manuel, détection automatique C'est d'incendie. ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est Exactement. Et tous les scénarios de mise en sécurité, justement, par rapport à les besoins du site, enfin du maître d'ouvrage, qui sont le compartimentage, le désenfumage et l'évacuation. Donc ces éléments-là sont définis dans les ERP. C'est des points qui sont clairement définis suivant l'activité de l'ERP. Il est défini également aussi en code du travail. C'est vrai qu'en habitation, il n'y a pas de point spécifique pour la coordination SSI, mais à partir du moment en fait, où on installe des systèmes de sécurité incendie, effectivement, la mission de coordination SSI est importante parce qu'elle sert à accompagner le maître d'ouvrage sur ses besoins et surtout normativement de respecter tout ce qui est lié aux normes SSI. Oui, les normes qui sont, j'ai compris, code du travail, ERP qui sont existantes et complexes, alors que dans l'habitation, il y en a pas. Alors voilà, en fait, il y a la réglementation qui va définir les besoins en termes de sécurité incendie. Et après, il y a les normes SSI. En fait, c'est les systèmes de sécurité incendie. Donc, c'est les moyens qu'on va mettre en place pour répondre aux textes réglementaires et aux besoins du site. Jean, une précision? Oui, en complément, c'est-à-dire que dans l'habitation, on va vous exiger de la détection incendie de la même manière, c'est en fonction du nombre de niveaux. Donc en général, plus de 3 niveaux, on va vous demander de mettre de la détection incendie à partir du -3, sauf si vous avez, je l'indiquais, un système d'extinction. Donc c'est vrai qu'on va retrouver un peu moins fréquemment ces systèmes-là en parc privé, en habitation. Néanmoins, lorsque vous le mettez en œuvre, parce que c'est un choix du maître d'ouvrage, par exemple, mais il faut aussi évoquer le fait que c'est un élément de détection, c'est-à-dire que plus on va avoir une détection précoce, donc plus ça va détecter l'incendie, et notamment avec la mise en place de certains équipements à risque, c'est un plus. Donc à partir du moment où vous allez mettre en œuvre ce système-là, vous appliquez, ce que disait Patrice Castro, vous appliquez des normes spécifiques à ce type de matériel, et donc le coordonnateur SSI vérifie que tout ça
ça répond aux normes, que les essais sont concluants, que la réalisation des travaux a respecté aussi les contraintes de mise en œuvre, donc les contraintes normatives. Voilà, donc c'est vraiment aussi quelque chose qui est important. Alors ça n'a pas la même fonction que l'extinction, puisque lui, le détecteur ou l'alarme va donner une information, va détecter un début d'incendie. Évidemment, ça ne va pas éteindre. Donc si ça sonne pour rien, quand je dis pour rien, c'est-à-dire que ça n'alerte personne, il n'y a pas grand intérêt, sauf à faire évacuer les gens qui se trouvent dans le parc de stationnement, ce qui a quand même un intérêt, surtout s'il y a un début de sinistre. Mais globalement, ça ne va pas faire intervenir les services de secours et ça ne va pas limiter la propagation. Ça, c'est le système d'extinction qui va limiter la propagation du feu si vous avez un système d'extinction. Alors, je vois que le temps file, hein, ça passe vite. Mon commandant, j'aimerais que peut-être on regarde, on avait dit qu'on pourrait regarder aussi quelques éléments sur les mobilités électriques dites douces. Là, je crois qu'il y a 2 vidéos qu'on va vous partager. Peut-être on peut les agrandir, je ne sais pas, Benjamin, ou pas. Et donc, chacune de ces vidéos... voilà, alors la mobilité douce, c'est dire, juste avant de lancer la vidéo, c'est dire aujourd'hui, il y a plus de risques, c'est ce qu'on disait, on va la lancer sur les trottinettes, les vélos, parce qu'aussi ils sont stockés dans les appartements. Ça vous intervenait souvent? Voilà, tout à l'heure, je vous ai fait la relation entre le peu de fréquence de feu sur les véhicules électriques parce qu'ils étaient équipés de BMS, de Ouais. Battery Management System. Installation que n'a pas le vélo électrique ou la trottinette. Ce sont des batteries qui sont soumises à des chocs, achetées dans des endroits pas forcément, enfin dans des pays des fois qui respectent pas les normes. Et du coup, les gens font comme ils peuvent, ils les stockent, ils les mettent en charge chez eux. Et cette vidéo que vous allez voir, enfin les 2 vidéos que vous allez voir, régulièrement, nous, sur la plaque parisienne, hein, Paris et Petite Couronne, pour ce que je connais, on intervient pour des feux de ce type de batterie. Est-ce qu'on peut dire que vous intervenez plus souvent sur des feux de trottinette ou vélo que sur des feux de voiture? Alors, je vous le dis pas, je vous le confirme. Oui, Voilà, on intervient régulièrement et pas plus tard qu'hier soir. oui. Vous voyez, Mais pour vous donner un exemple, on a un entrepôt à Maison-Alfort qui a brûlé, ouais. qui était un entrepôt qui stockait les véhicules, pardon, les vélos électriques. Hier soir. Hier soir, l'entrepôt entier a brûlé, Ouais. avec un départ lié très certainement à une problématique de batterie. Avant de lancer, Jean, finalement, dans un immeuble de grande hauteur, finalement, sur lequel il y a un départ de feu, c'est pas bon aussi dans un appartement lié à un véhicule électrique. Oui. Pas un véhicule électrique, hein, une trottinette. Alors, je dirais que c'est bon nulle part, puisqu'on a effectivement, parce qu'on va voir à l'écran. Alors, la seule différence, c'est que dans un immeuble de grande hauteur, vous allez avoir un service de sécurité, donc 24/24. Vous allez avoir des détecteurs de fumée dans les circulations, donc ça peut contribuer en tout cas, et notamment le service de sécurité, à prévenir les pompiers plus rapidement, à intervenir aussi pour aider évidemment les personnes, ce qu'on ne veut pas évidemment retrouver dans un bâtiment traditionnel d'habitation où on n'a pas tout ce dispositif-là. Donc on n'a pas vraiment de solutions techniques, puisque ce n'est pas normé. On ne vous demande pas de mettre les batteries à un endroit précis. Les gens vont évidemment les ramener chez eux. Par contre, là, le conseil qu'on peut donner, hein, c'est de toujours, enfin en tout cas d'essayer d'acheter des produits qui répondent aux normes qu'on connaît, d'acheter de la bonne qualité, puisque bien souvent, ce sont des produits, comme le disait le commandant, qui ne répondent pas aux exigences normatives qu'on devrait avoir. Allez, on va lancer cette vidéo. Benjamin, on va voir, je ne sais pas où il y a une personne qui est là. Ah si, il y a une personne qui est là. Je peux permettre en même Oui, temps de la commenter. Donc, cette manifestation que vous allez apercevoir est souvent la même. La batterie qui fume, vous voyez que c'est impressionnant. On est à vitesse réelle, on n'est pas en accéléré, hein. Et puis, le phénomène thermique qui arrive tout de suite derrière, puisque cette fumée, à l'origine un peu froide, est composée d'une multitude de gaz. Et ça s'enflamme. Et du Attends, coup, ça propage le feu rapidement à l'appartement.
Alors là, les gens je ne sais pas s'ils ont eu le temps de sortir ou possibilité de sortir, sans doute que oui. Mais souvent, les gens mettent en charge leur trottinette où ça gêne le moins, c'est-à-dire dans le couloir. Et le couloir qui est la porte d'entrée. Et donc, quand le phénomène a lieu, ben, les gens sont bloqués chez eux. Et on fait, nous, régulièrement des feux d'appartement avec des victimes, qui sont bloqués dans leur appartement. Et si on n'arrive pas à les sortir par l'extérieur, ben, malheureusement, ils peuvent y rester. Ouais, là, le monsieur peut-être a eu le bon réflexe, il est sorti rapidement. Ensuite, une deuxième vidéo, et c'est assez impressionnant. Moi, j'en avais jamais vu des vidéos. Je sais pas si vous en avez Alors, déjà ça, vous le trouvez sur Internet. Hein, il y en a plein, malheureusement. Ce monsieur, là aussi, va être surpris par le départ du coup, Ah oui. puisque le phénomène est quand même très rapide. Et alors, ce phénomène-là, vous l'avez peut-être vu aussi sur des véhicules, sur des bus, il y a 2-3 ans, là. Ah, et là, il tombe en plus. Hein, Enfin, voilà, les bus. oh là! Ouais. Bon, c'est vrai qu'à regarder, ça paraît risible, mais dans cette situation-là, c'est avant tout l'effet de panique qui va guider le propriétaire, enfin l'occupant, Ouais. et qui va essayer de trouver un échappatoire, ce qui n'est pas toujours le cas. Ah oui, là, ça explose après. Voilà, et là, vous avez un feu d'appartement dans les 2 minutes qui suivent, puisque on a vu, alors c'est pas les mêmes batteries, hein, les mêmes technologies de batteries qui sont déclenchées sur les bus qui avaient brûlé il y a 2-3 ans là, dans Paris. La technologie qui était une technologie LMP, elle, par contre, avait une manifestation encore plus violente et avec une difficulté encore plus importante pour éteindre le feu, puisque même la route, même le bitume brûlait avec le contenu de la batterie. Donc voilà, ça a été très difficile à éteindre. Ça a servi évidemment d'un gros retour d'expérience. L'exploitant a fait le nécessaire, le constructeur aussi, pour résoudre le problème. Et aujourd'hui, ces bus-là recirculent avec une sécurité, bien sûr, assurée. Il n'y a jamais eu 100%, mais en tout cas, maximum. Donc, pour éviter ces problèmes, peut-être il faut garer ces véhicules. Alors, j'en parle dans les diapos qui suivent. Voilà, donc vous avez des évolutions donc, qui sont prévisibles sur le sinistre. Hein. Et si on veut faire un peu de prévention pour les gens qui nous écoutent, c'est pas que le vélo ou la trottinette, mais c'est aussi votre téléphone portable, votre cigarette électronique, votre ordinateur avec une batterie qui gonfle, une batterie qui chauffe ou qui n'a plus de charge. On se dit toujours, bon, je vais attendre le mois prochain pour l'acheter, pour la changer, surtout que c'est pas donné malgré tout. Et ben, il faut la changer tout de suite parce qu'on rentre dans un premier phénomène en fait qui lui est prévisible. Et la première évolution visible, c'est l'emballement thermique. Et là, vous avez ce que vous venez de voir là, sur une batterie qui était sans doute en charge, qui était abîmée. Et la cellule s'est détériorée, la propagation donc de la chaleur, de la détérioration de la cellule s'est manifestée par un dégagement de fumée qui est sorti de son logement, qui a explosé et qui, au contact de l'air, a fait une boule de feu. Voilà. Et donc, vous avez derrière une deuxième évolution possible, c'est la propagation aux cellules voisines, et avec un phénomène violent, c'est ce qu'on a vu là, qui est donc la manifestation typique de ces petites batteries qui sont des batteries lithium-ion. C'est aujourd'hui la batterie qui est la plus performante, on va dire, en termes de contenu pour des téléphones, pour des appareils, pour des Ouais. vélos, puisqu'elles ont une durée de charge d'utilisation assez conséquente. Ouais. Bon, ça, on a un peu en aparté par rapport à la conférence, mais la batterie de son téléphone aussi peut dégager aussi beaucoup d'énergie. Tout à fait, oui. Vous avez des accidents. Bon, c'est comme un feu d'appartement, hein, ça n'arrive que chez les autres. Ouais. Ça n'arrive que chez les autres, sauf que quand ça arrive chez vous, et ben là, vous dites, eh ben, écoutez, si j'avais su, j'aurais fait comme on m'a dit. Voilà. Bon, le téléphone, c'est pareil. Si vous avez un téléphone avec une batterie qui se détériore, et aujourd'hui, les téléphones permettent de le dire, eh ben, il ne faut pas attendre pour la changer, puisque le phénomène thermique n'est pas loin. Ensuite, il y a les événements qui sont non souhaités. Eh ben, dans l'action d'inertage qui est fait, on essaye par un procédé donc d'extinction extérieure d'abaisser la température. Et ben, malgré tout, donc, elle amène à ne pas brûler les gaz qui sont émis lors de le venting, c'est un procédé un procédé de dégagement de gaz des cellules et donc qui sont soumis donc
à une surpression et qui vont provoquer un emballement thermique derrière. Et enfin, il y a l'emballement des cellules voisines qui vont jusqu'à l'inflammation donc de l'ensemble du système de stockage. Ça, c'est les événements non souhaités. Alors, pour éviter ces événements-là, sur ces petits véhicules, il y a des barrières préventives et des barrières protectrices. Les barrières préventives, on en a un petit peu parlé juste avant. Il faut prendre les mesures avant que ça arrive, donc on remplace la batterie. Dès que vous avez un choc sur une batterie, un choc important, il faut la mettre de côté. Et ça, si on revient sur le volet véhicule électrique, tout véhicule électrique accidenté est un véhicule en feu potentiel. Un véhicule électrique qui subit un choc important, je veux dire, sur la route, il doit être mis de côté pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, puisque vous avez des réactions exothermiques qui se déclenchent 48 heures, 72 heures après, et on se retrouve avec non plus un feu de voiture, mais un feu de garage automobile, puisque le véhicule accidenté avait été stocké dans un endroit, et la batterie, du coup, a réagi. Donc il y a des procédés, et ça c'est dans les barrières protectrices après, on peut les mettre dans des bacs où il n'y a plus qu'à leur remplir d'eau pour pouvoir éteindre la voiture. Donc des barrières externes qui sont basées donc sur des mesures passives. J'en ai parlé, c'est le BMS, donc le Battery Management System qu'on a sur. Mais il y a aussi d'autres systèmes qui ont été développés par certains constructeurs qui consistent lors de l'événement à décharger totalement la batterie, à la mettre à la terre. Et du coup, il n'y a plus de charge au moment de l'événement. Donc ça libère de l'énergie de la batterie avant que cette batterie ne s'emballe. Et il y a de la détection automatique incendie, donc on en a parlé après. Juste la difficulté de la DAI, la détection automatique, c'est que derrière, il faut surveiller l'information. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit devant l'appareil, qui soit en capacité de dire il y a un départ de feu. Sinon, ça ne sert à rien. Barrière active et passive qui agit donc pour limiter également l'impact du désordre. On en a parlé, c'est les dispositifs embarqués qui permettent la décharge électrique et la structure qui accueille le stockage électrique qui peut réagir sur la source, donc comme les sprinklers, les exutoires de fumée et l'application donc d'obligations réglementaires contenues essentiellement dans la réglementation ERP. Et enfin, les barrières protectrices donc, qui permettent d'agir sur le flux, c'est l'eau. La majorité des feux de batterie sont éteintes à l'eau. Il n'y a que les batteries LMP, les lithium métal polymère, qu'on a vu sur les bus de cette technologie-là, qui sont pratiquement impossibles à éteindre à l'eau. Sinon, par noyage, voilà, mais à 70-80% du temps, c'est de l'eau qui est utilisée. Et puis enfin, la poudre et la mousse et le sable qui pourraient être également utilisés pour éteindre ce type de feu. La synthèse, donc, c'est sur l'état de charge de la batterie, c'est l'influence de l'état de charge de la batterie et donc l'intensité de la réaction qu'il va y avoir donc, en cas de problème. Et c'est pour ça que la batterie électrique sur un véhicule, elle est bien régulée et donc ce phénomène de surcharge arrive que très rarement. Enfin, la détection précoce des emballements thermiques qui est cruciale. Elle est associée à des dispositifs techniques propres aux véhicules qu'ils n'ont pas encore réussi à mettre en œuvre sur les vélos, sur les trottinettes, sur ces petits véhicules. Par contre, qui fonctionnent très bien sur des véhicules plus importants. Les événements déclencheurs qui incluent les chocs, les surcharges, les courts-circuits, l'exposition à la chaleur. Voilà, ça, c'est des choses qui doivent être surveillées et pour lesquelles on peut agir. Et enfin, la surveillance de la température interne du pack, qui est recommandée pour une intervention rapide. Et sur les gros véhicules comme les bus, par exemple, ce sont des dispositifs techniques qui sont mis en place pour alerter tout de suite le conducteur pour prendre des mesures. Voilà. Et donc, en cas d'incendie externe, il faut aussi protéger la batterie de la chaleur, puisque en cas de phénomène parallèle, il y a aussi un risque d'emballement de la batterie par agression extérieure. Voilà, merci pour toutes ces précisions, mon commandant. Jean, ce qu'on peut conseiller peut-être aux maîtres d'ouvrage, finalement, c'est de faire un diagnostic de leur parking pour Oui. alors savoir s'ils sont dans le cadre de la réglementation, s'ils respectent la réglementation, ce qu'il faudrait faire. Oui, alors le point de départ, quand même, brièvement, le point de départ, c'est d'avoir, notamment lorsqu'on a un projet comme ça de mise en place,
des IRBE, c'est de bien connaître le référentiel applicable, puisque c'est important, puisque comme on le disait dès le départ, on n'est pas assujetti aux mêmes exigences. Je dis ça parce que dans certains cas, et notamment pour les copropriétés, on peut très bien être soumis à un parc à l'arrêté du 9 mai 2006 pour les parcs publics, même si on est une copropriété. C'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir le -1, le -2 réservé au public, en tant que parc public, et le -3 réservé à l'habitation. Néanmoins, vous dépendez de la réglementation du 9 mai 2006, donc du parc public. Je dis ça parce qu'on a des cas quand même de mise en œuvre d'installations qui finalement, l'installateur ne savait pas qu'il était régi par une réglementation spécifique et qu'il avait mis en place quelque chose qu'il n'aurait pas dû. Donc c'est le point de départ, c'est de savoir quel est le référentiel applicable. Ensuite, c'est évidemment connaître l'état des installations. Est-ce que finalement, en termes de risque et d'analyse de risque, je vais mettre en œuvre un système? On peut considérer que c'est un facteur aggravant. En tout cas, ça peut susciter un sinistre, des difficultés d'intervention qu'on évoquait. Donc, quel est l'état de mes installations? Et ensuite, alors plus pour le parc privé, même si on n'est pas tenu de certains dispositifs, puisqu'ils ne sont pas obligatoires, et donc par analogie au parc public, c'est peut-être de faire un choix sur la mise en œuvre de certains dispositifs qui faciliteraient l'intervention des services de secours. Je parlais tout à l'heure de l'arrêt d'urgence, mais l'identification des points de charge sur les plans, etc. Et donc ça, c'est quelque chose d'important parce qu'on sait que de toute façon, pour conclure, c'est que à l'avenir, ce sont des systèmes qu'on va retrouver très fréquemment sur tous les parcs qu'on connaît, même si la réglementation va certainement évoluer, puisque on l'a peut-être pas évoqué, mais il y a des groupes de travail qui œuvrent peut-être dans ce sens. Mais c'est important parce que les années à venir, on va multiplier ce type d'installation, donc multiplier le risque. Ben voilà, donc c'était le mot de la fin. On peut les applaudir. Merci, chers conférenciers. Bon, ça fait 1 heure qu'on est ensemble. Merci à vous toutes et à vous tous. Il y a des questions, j'imagine, dans le public, mais on va pouvoir les aborder en buvant un verre tous ensemble. Mon commandant, c'était un grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Jean également pour cette co-organisation de cette conférence, et Patrice aussi d'avoir été avec nous. Voilà.